Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je suis accompagné d'un invité exceptionnel et vraiment c'est peu de le dire puisque c'est un invité qui regarde la Formule 1 d'un œil nouveau si je peux dire. Aujourd'hui je suis accompagné de l'œil du paddock, c'est un véritable plaisir de t'avoir sur cette chaîne YouTube. Je t'en remercie encore une fois même si je l'ai déjà fait en off. Comment tu Eh vas? bien, bonjour à toi, mon ami, quel honneur. Merci, merci Rami de m'avoir invité dans ta petite émission, si je puis dire. Ça faisait un moment qu'on parlait pour faire un appel et parler de la saison qui vient de se terminer. Il y a quoi? Il y a 2 semaines. La saison de F1 est terminée. Il y a 4 longs mois, 4 mois, 3 mois et demi peut-être à attendre avant la prochaine saison. Mais heureusement, il y a une petite Coupe du Monde entre les deux qui, qui permet de Qui m'est bien. patienter un petit peu plus. Elle est bien quand même cette Coupe du Monde. Elle est tombée au bon moment, on est d'accord. Beaucoup de personnes le connaissent, mais peut-être il y a des personnes qui ne le connaissent pas, donc je t'en prie, présente-toi. Eh bien, écoute, l'œil du paddock, chaîne d'actualité dédiée à la Formule 1. On parle beaucoup de ce qui se passe en Formule 1 dans les actualités. On va faire des analyses sur les pilotes, sur les écuries, sur certains événements qui marquent la saison de Formule 1. En ce moment, avec quelques focus sur eh bien, des événements passés, des événements futurs, des événements parfois présents sur la F1. Ça peut être des portraits de pilotes, ça peut être des responsables d'écurie, ça peut être des analyses sur certaines réglementations, ça peut être un petit peu tout qui eh bien, passe dans l'actualité de la Formule 1. Du coup les amis, petite voix off, voilà, pour remercier encore une fois l'œil du paddock et pour bien vous présenter sa chaîne. Il fait de tonnes d'analyses, comme il vient de le dire, il surfe énormément sur l'actualité de la Formule 1, donc je vous invite fortement à aller vous abonner à sa chaîne YouTube pour ceux qui ne le connaissent pas. Et sur ce les amis, eh bien on est parti maintenant pour ce podcast avec cette grande question, 2022, bonne ou mauvaise année? Bon, les amis, 2022, bonne ou mauvaise saison? Tu veux que je commence ou tu commences? Je te laisse l'honneur. Ok, bon, ça va aller. Moi, ça va être un petit peu, je vais pas dire compliqué, mais bon, allez, je vais faire les bonnes choses, puis ensuite les mauvaises choses. Je vais commencer par les bonnes choses de cette saison 2022. Déjà, la première stat, je vais vraiment beaucoup parler de statistiques. La première stat déjà qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu plus de dépassements en 2022 que en 2021. Ça, c'est un fait. Il y a eu plus de dépassements. Je me souviens pas forcément du nombre, je l'ai plus en tête, mais je sais que cette saison, en termes de bataille, on en a eu plus que pendant la saison 2021. Après, peut-être que c'est dû aussi également au fait qu'il y avait plus de grands prix, mais voilà. Le deuxième aspect, et c'est pour ça que je vois que c'est une bonne saison également, il y a eu plus de grands prix comme je viens de le dire. Ça, c'est à double tranchant. Soit on aime bien, soit on n'aime pas. Honnêtement, moi personnellement, ça ne me dérange pas une saison à 22, 23 grands prix. L'année prochaine, je crois que on est à 23, hein, je crois, si je dis pas de Hmm. bêtises, puisque le Grand Prix de Chine a été annulé. Ouais, bah, il sera sans doute remplacé par autre chose, je pense quand même. Oui, oui, c'est ce que j'ai cru entendre aussi. Moi, ce que j'ai également aimé pendant cette saison 2022, c'est qu'on a pu également voir des pilotes s'épanouir beaucoup plus. Je pense notamment au rookie, Gong Yu Zhou. Je trouve qu'il a fait une très très bonne saison également. Je pense à Carlos Sainz, que en 2021, il avait un petit peu du mal, je trouve, à prendre, entre guillemets, je veux pas dire un leadership, mais à prendre les rênes de Ferrari quand c'était nécessaire. On a bien pu constater que par moment, quand Leclerc n'était pas là, bah, Sainz, il gérait un petit peu le truc. Euh, George Russell également. C'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé. J'ai vu beaucoup de pilotes mûrir pendant cette saison. Il y a également eu des records qui ont été battus pendant cette saison 2022. Je pense à Max Verstappen dans le bon sens avec ses 15 victoires et également à Lewis Hamilton malheureusement sans aucune victoire, mais quand même c'est un fait. Moi personnellement j'aime bien aussi quand il y a des records comme ça qui sont battus. C'est pas non plus chaque saison qu'on peut voir des records se faire battre avec cette manière-là en plus. Et si je peux rajouter une dernière chose positive sur cette saison 2022, c'est après c'est peut-être aussi quelque chose qui est censé être normal, mais toutes les écuries ont quand même marqué des points cette saison. Alors qu'on peut se rappeler
de certaines saisons précédentes où, par exemple, une écurie comme Williams ou Haas n'arrivait pas forcément à marquer de points. Donc pour moi, c'est une bonne chose. En termes de compétitivité avec cette nouvelle réglementation, on se posait forcément des questions sur les écuries qui pourraient peut-être aller chercher quelques points. Au final, toutes les écuries ont réussi tant bien que mal, voilà, même Williams dans la douleur par moment, à récupérer quelques points. Ce sont en fait les raisons pour lesquelles je vois 2022 comme une bonne saison. Maintenant, je vais passer aux mauvaises raisons. Et là, ça va y aller, vraiment. Alors, déjà la première raison, après, c'est comme ça, hein, on peut rien y faire. Il n'y a pas eu forcément beaucoup de suspense. On va pas se mentir. Voilà, Max Verstappen, il a plié la saison. Mais bon, on peut pas lui reprocher ça, hein. Voilà, si j'étais à sa place, j'aurais fait exactement la même chose. Donc au final, mais c'est juste en tant que spectateur, c'est vrai qu'un petit peu plus de suspense, notamment pour la première position, pour le titre de champion pilote, ça aurait été quand même un petit peu mieux, voilà, parce que le contraste en fait avec 2021, il est exceptionnel. Voilà, en 2021, on se bataille jusqu'à Abu Dhabi pour avoir un finish, mais littéralement incroyable, mais on pouvait même pas s'attendre à ça au dernier tour. Et là, en 2022, ça s'arrête au Grand Prix du Japon, quoi. Littéralement. Donc, Ouais, mais ça s'arrête au Grand Prix du Japon, mais on le savait déjà depuis, oui, depuis un voilà. petit moment. De toute façon, comme on l'a dit plus tôt, on le savait déjà pratiquement Ouais. depuis le Grand Prix de France, depuis l'erreur de Leclerc, quoi. Donc, Ouais. c'était inévitable. Deuxième chose aussi que j'ai remarqué de très négatif par rapport à cette saison, c'est notamment, en fait, les polémiques. Voilà, il y a eu beaucoup de polémiques avec celle, par exemple, du budget de cap ou même des erreurs également de la part de la FIA qui m'ont littéralement, c'était crevant à force en fait. Littéralement. Je pense notamment à l'erreur, encore une fois, au Grand Prix du Japon, avec le tracteur sur la piste. J'avais oublié cet épisode. Moi, tu vois, j'en avais parlé longuement dans mon débrief du Japon et j'avais littéralement mis la FIA dans mes flops, mais 10 fois. C'était pas possible en fait. Je pense que j'ai voulu oublier cet épisode, tu vois, l'effacer de ma mémoire. Moi, malheureusement, j'ai pas réussi à l'oublier. Parce que je me souviens encore une fois de la radio de Pierre Gasly. Mais c'était quelque chose qui est vraiment resté ancré dans mon crâne. Parce que voilà, c'est quelque chose de choquant et ça peut nous rappeler certains épisodes du passé qui sont pas forcément agréables. Donc voilà, ça, rien que pour ça, pour moi, c'est un gros aspect négatif de cette saison 2022. Également, au Grand Prix du Japon, décidément, il s'est passé beaucoup de choses lors de ce Grand Prix du Japon, mais il y a quelque chose qui m'a énormément énervé, c'est notamment la manière dont ils ont donné le titre à Verstappen. Je sais pas si tu te rappelles de cette fameuse interview où le mec, il touche son oreillette, il dit « Ah mais en fait, t'es champion du monde. » On savait pas. Tu vois, c'est... Enfin, moi, personnellement, avec les calculs, j'avais calculé déjà qu'il était champion du monde. Mais la manière dont ça a été annoncé, le gars vient de devenir double champion du monde. Honnêtement, il y avait peut-être un petit peu mieux à faire. Quand même, je trouve, par rapport à cette saison 2022, ils ont un petit peu annoncé ça, tu sais, comme un fait divers. Comme si c'était quelque chose de normal de devenir champion du monde, alors que c'est quelque chose d'exceptionnel et tous les pilotes rêvent littéralement, c'est leur objectif en carrière. Et ils ont annoncé ça à Max Verstappen comme si on lui avait dit écoute, il n'y a plus de pain à la boulangerie, quoi. Enfin, non, mais vraiment, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Il y a également eu quelque chose qui m'a un petit peu, je vais pas dire énervé, mais dans un sens, je trouve ça dommage parce qu'il y a de la concurrence à ce niveau-là. C'est par rapport aux grands prix qui ont été ajoutés. Je peux parler par exemple de Miami. On s'attendait à quelque chose, une fête littéralement, avec un grand prix qui hausse l'audience et même qui hausse le niveau de la Formule 1 en général. Au final, Miami, ça n'a pas été non plus incroyable, de mon point de vue. J'aurais plus donné une chance, par exemple, à Hockenheim ou même un Grand Prix en Allemagne. Il y a 2 pilotes allemands quand même à ce moment-là sur cette grille. C'est dommage qu'il n'ait pas un Grand Prix à domicile. Mais après, ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'on veut des Grands Prix américains ou même pas seulement qu'américains, hein, ça peut être d'autres Grands Prix, mais je trouve que voilà, Miami, je m'attendais quand même à mieux. Pas beaucoup de surprises également.
par rapport à 2021, où là, il y avait quand même pas mal de surprises. On en a parlé tout à l'heure, la victoire, par exemple, de Daniel Ricciardo. Ocon. Ouais, voilà, la victoire d'Esteban Ocon en Hongrie. Honnêtement, j'ai pas ressenti beaucoup de surprises pendant cette saison. La victoire de Carlos Sainz était surprenante. Je pensais vraiment que Ferrari, pour le coup, allait avantager Leclerc et ils l'ont pas fait. La victoire de Sainz était surprenante. La victoire de George Russell était prévisible. Honnêtement, il avait de très très bonnes performances avec cette Mercedes. Donc voilà, pas trop de surprises pendant cette saison. Ça m'a un petit peu déçu parce que voilà, en termes de spectacle, c'est vrai qu'on préfère quand il y a des grosses surprises. Et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, un contraste avec 2021 qui est c'est littéralement le jour et la nuit hein, quand on regarde les deux saisons. Donc Après, 2021 avait mis le niveau très haut, quoi, en termes de spectacle. Ouais, c'est sûr que se battre avec 2021 c'était compliqué, mais j'aurais aimé avec cette nouvelle réglementation essayer de s'en rapprocher. Je m'attendais à mieux de 2022, bien sûr, honnêtement. Bien sûr. Donc voilà, maintenant, est-ce que, si je me pose la question à moi-même, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise saison? J'aurais plus tendance à te dire une mauvaise saison. Voilà, en toute objectivité. Et je comprends également tous ceux qui vont me dire que c'est une bonne saison, mais personnellement, je m'attendais à un petit peu plus. Ça c'est dit. Donc voilà. Bah écoute, je suis pas dans la même méthodologie que toi, dans le sens où tu as séparé les bonnes et les mauvaises choses. Je pense moi, je sépare ça plutôt en deux catégories. Je sépare ça en catégorie divertissement et catégorie performance, sportif. Je pense que c'est deux choses assez différentes. Et pour commencer par la partie divertissement, oui, effectivement, je pense que la saison 2022 a offert moins de spectacles que celle en 2021. Même si la saison 2021, comme je le disais tout à l'heure, à mon avis, elle avait le niveau était vraiment très très haut dans le sens où voilà, le champion du monde gagne le titre au dernier tour de la dernière course. Je pense que tout diffuseur TV ne pouvait pas rêver de meilleur scénario. Donc ça, d'un point de vue divertissement, c'était compliqué à battre. Là oui, cette saison, le titre qui est donné à Verstappen, il est en interview avec Leclerc et Perez. Perez dit mais attends, t'es champion du monde ou quoi? Verstappen dit non, je ne serai pas. Et du coup, il y a je sais pas quel employé du Grand Prix japonais qui lui dit non, mais t'inquiète, t'as gagné le titre de champion du monde. Il fait bah d'accord, super. C'était exactement comme ça. Donc c'était effectivement en termes d'image, je pense qu'il y a eu une régression. Tu parlais un petit peu du Grand Prix de Miami tout à l'heure. Bon. Moi, je pars du principe qu'en tant qu'Européen, c'est difficile aussi d'avoir tout ce qui est, enfin, de comprendre tous les enjeux et toutes les conséquences et toutes les répercussions que peuvent avoir les Grands Prix là-bas. Je pense que si Liberty Media souhaite autant investir aux États-Unis, c'est parce que c'est le nouvel Eldorado du sport automobile, le nouvel Eldorado de la Formule 1. Il y a forcément un public de plus en plus engagé, de plus en plus intéressé par la Formule 1, etc. Moi, j'ai habité au Canada pendant un petit moment. J'ai des amis maintenant qui se sont mis tout d'un coup à la Formule 1 et c'est pas des Américains, c'est des Canadiens, tu vois. Donc c'est quand même encore différent. Mais j'ai pas beaucoup d'amis qui se sont mis, même en Europe, c'est pareil, des amis qui se sont mis tout d'un coup à aller regarder des grands prix, etc. Et je pense que le public américain, en termes de spectacle, je pense que ça a été un succès pour la Formule 1 parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement et beaucoup d'engagement autour de ces grands prix aux États-Unis, à Miami notamment. Je pense que la foule était absolument. Il y avait énormément d'audience d'un point de vue marketing. Moi, j'ai regardé toutes les. Tu sais, les écuries, elles font des espèces de comptes rendus sur leur chaîne YouTube après les grands prix. Où ils montrent un petit peu l'envers du décor, ce qui se passe, etc. Tu regardes toutes les vidéos après le Grand Prix de Miami, c'est d'un point de vue marketing, c'est un succès total. Donc ça, en termes de divertissement, je pense que c'est quelque chose de positif pour la Formule 1, pas forcément pour le spectateur, pour la Formule 1. Maintenant, Miami, c'est le contraste parfait entre ce que je disais tout à l'heure, la performance en piste, en fait. Ce genre de Grand Prix qui a été vraiment soporifique, où on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de dépassements. Il me semble qu'il y avait peut-être la ligne droite la plus rapide du calendrier, quelque chose comme ça.
à Miami. Bon, on a été, je ne sais plus si c'est celle-là ou Jeddah, enfin un des deux. Voilà, il y a eu des déceptions en termes de performance en piste. Ouais. Après, il y a eu quand même, tu le disais tout à l'heure, plus de dépassements qu'en 2021. Donc, je pense que euh, l'objectif de cette saison, l'objectif de la Formule 1, c'est qu'il y ait plus de spectacles en piste pour que les spectateurs puissent rester plus longtemps devant l'écran. Donc, c'est aussi pourquoi est-ce que la raison pour laquelle les courses sprint seront encore plus calendrier l'année prochaine, c'est parce que les Liberty Media considèrent que les courses de Formule 1 ne sont pas suffisamment intéressantes pour que le public à grande échelle, en tout cas le nouveau public, reste devant son écran pendant une heure et demie à regarder une course. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de courses sprint. Et bon, je considère qu'ils ont mis en place des nouvelles réglementations pour favoriser plus de dépassements, favoriser plus d'actions en course, etc. Il y a eu plus de dépassements quand même, plus il y a eu de l'action en course, mais je pense que c'est encore un peu tôt pour que toutes ces nouvelles réglementations, on en voit le résultat final. Tu vois. Je pense que ce sera d'ici peut-être 2024, 2025, je pense qu'on aura encore plus d'actions en piste, etc., qui est l'objectif de la Formule 1. Et de ce point de vue-là, un peu déçu par l'action en piste à beaucoup de Grands Prix. Je regarde un petit peu, moi je mets des sondages après chaque Grand Prix sur ma chaîne. Quelle note donnez-vous au Grand Prix? Il y en a eu beaucoup quand même. Il faudrait que je fasse la moyenne de tout ça, tu vois, mais il y a eu beaucoup de. C'est sur 5. Il y a eu beaucoup de 2 sur 5, 3 sur 5, beaucoup de Grands Prix comme ça. Bon, les Grands Prix très intéressants. Le dernier en date, les deux derniers en date, je pense que c'est États-Unis qui a été intéressant et Brésil, forcément, avec la victoire de George Russell. Ces deux derniers Grands Prix à Austin et à Interlagos. Donc voilà, je pense que la saison, dans son ensemble, pour conclure là-dessus, a été intéressante d'un point de vue technique parce qu'on a vu l'apparition de nouvelles réglementations. Ça, j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. J'étais un petit peu déçu du résultat. Bon, pareil, tu disais, on a eu moins de surprises qu'en 2021. C'est que sur toutes les courses, il y a un seul pilote qui est en dehors des top teams qui a fait un podium, c'est Lando Norris. Donc déjà, ça contraste beaucoup avec les podiums de Sébastien Vettel, Pierre Gasly, Lando Norris et Esteban Ocon, tout ce que tu veux l'année dernière. Voilà, ça c'est un gros contraste. Effectivement, on a eu moins de surprises. Donc globalement, une des saisons moins moins bonne que l'année dernière. Ça, c'était très difficile. Le niveau était placé très haut. Mais bon, on a quand même eu des courses intéressantes et je pense pas que tout a été noir et tout ce qu'il y avait autour, des nouvelles réglementations ont quand même suscité mon intérêt pour la Formule 1, tu vois. Oui. Ouais, toi, tu t'arrives vraiment bien à différencier le côté technique et le côté vraiment sportif, enfin divertissement, on va dire. Ouais, divertissement. Et Entertainment. je pense que c'est important de faire cette différence-là parce que il faut garder en tête qu'on est dans la première année des nouvelles réglementations en fait. Et les enjeux étaient tellement importants, c'était tellement difficile, tu vois. Toutes les écuries, quasiment, à l'exception peut-être d'une ou deux, ont eu des problèmes avec le marsouinage pendant un tiers de la saison au moins, à minima, tu vois. Ça montre la complexité des nouvelles réglementations techniques. Et ça, je pense que ça a joué sur le spectacle en piste, en fait. C'est super, je trouve, de pouvoir comparer nos points de vue parce que moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir un point de vue en tant que spectateur, tu vois. Ouais. Vraiment spectateur pur qui va se poser devant sa télé et qui va regarder. Et toi, j'ai vraiment l'impression que tu as un point de vue vraiment beaucoup plus technique. Envie de dire littéralement, tu n'oublies pas forcément l'aspect qu'a ce sport également dans le monde. Tu vois, tu parles de Miami et c'est vrai que dans un certain sens, tu as raison dans ce que tu dis parce que toucher une audience américaine, c'est pas forcément quelque chose de négligeable. Moi, je pense que c'est vraiment dommage. Tu parlais de l'Allemagne tout à l'heure, de ne pas avoir de course, tu vois, pour un pilote allemand, de ne pas avoir son Grand Prix national, pour un pilote français, pareil. On n'aura pas l'année prochaine. Et même si je pouvais rajouter, excuse-moi, Ouais. j'ai parlé de l'Allemagne, mais on a aussi tendance à oublier un continent qui est, dans mon sens, beaucoup trop négligé, l'Afrique. Ah bah évidemment, bien sûr. On a quand même un circuit qui est grade 1, je crois, à Kialami en Afrique du Sud, qu'on n'utilise pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Et voilà, on voit 3 Grands Prix aux États-Unis, aucun en Afrique. Je trouve ça un peu dommage.
Oui, non, là je te rejoins totalement, tu vois. Effectivement, je pense que l'Afrique, le dernier Grand Prix en Afrique, c'était en 93 qui l'a mis. Oui, il me semble que le Maroc aussi avait exprimé un intérêt à un moment donné pour organiser un Grand Prix là-bas. Ah, mais je crois qu'ils Moi, ont pas je le bon suis, grade. ouais, sans doute pas, non. Moi, je Euh, suis à 1000% en faveur d'un Grand Prix en Afrique si bien sûr le circuit possède le grade suffisant et qu'il y a toutes les infrastructures suffisantes pour accueillir le Grand Prix. Il me semble que Kialami, c'est le cas. Ou en tout cas, il y a peut-être quelques rénovations en plus à faire, je ne sais pas. Mais effectivement, oui, je suis 100% en faveur d'aller en Afrique. Et de toute façon, je pense que ça va se faire parce que Stefano Domenicali, le grand patron de Liberty Media, on a totalement conscience que oui, c'est très important d'avoir cette diversité dans les lieux, dans les lieux des Grands Prix, oui. et même il y a aussi quand même Lewis Hamilton qui pousse énormément pour que ça se produise. Ouais, bien sûr, et ça, c'est quelque chose qui est formidable. Et bon, Lewis Hamilton, il peut être critiqué sur beaucoup de points, mais au moins dans ses engagements, je pense qu'il est à fond, il y croit vraiment, et c'est super qu'il pousse pour ça, parce qu'effectivement, ce serait extraordinaire que l'Afrique puisse avoir son Grand Prix, parce que bon, 30 ans son Grand Prix, quand même, c'est le continent oublié de la Formule 1. Oui, et là aussi où je voulais te dire, où je te rejoins également, c'est dans ton point de vue par rapport à la réglementation, par rapport aux évolutions, les monoplaces. C'est vrai que dans un certain sens, c'est plutôt une bonne saison, puisque là on a nos marques. Jusqu'à Ouais, 2026, on sait à quoi s'attendre. ouais. Et on sait que ça peut que évoluer, et forcément, en tout cas du moins je l'espère, évoluer dans le bon sens. Donc là, sur ce point-là, oui, je te rejoins totalement. Ça, y a rien à dire. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un petit peu trop négligé. Non, pour moi, le meilleur est à venir, mais cette saison 2022, pour moi, c'était un petit peu comme une sorte de marche à monter pour arriver Hmm. peut-être en 2023 sur des meilleures bases et faire mieux, en fait, littéralement. Bien sûr, bien sûr. Après, moi, je pense que c'est clair et net que c'est l'objectif de la Formule 1 euh, ils veulent plus de spectacles en piste et avoir plus de spectacles en piste, ça passe par un rapprochement des performances entre les écuries. Euh, bon, tout ce qui est budget capé, ça montre la volonté de la Formule 1 de Liberty Media d'aider les écuries, les plus petites structures à se rapprocher des top teams. Euh, Maintenant, tu peux pas effacer autant d'histoires en si peu de temps, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Euh, Mercedes, Ferrari, Red Bull ont des infrastructures, ont une avance technologique tellement conséquente que eh bien, un rapprochement des performances, ça va prendre du temps. Ils ont des ingénieurs beaucoup plus quali que peuvent avoir Williams, etc. Euh, tu peux pas effacer toute cette histoire, tu peux pas effacer tu peux pas effacer le retard technologique des autres écuries en fait. Je pense. Et forcément, ça prend du temps. Ça va prendre du temps. Je suis pas certain qu'en 2025 on ait, je sais pas moi, un Alfa Romeo au niveau de Ferrari ou une Haas au niveau de Mercedes. Tu vois ce que je veux dire tu vois, tu ris quand je te le dis parce que ça nous semble tellement Ouais, ouais, inenvisageable, mais mais c'est possible dans le fond. C'est ça qui est pire. On mais s'y attend pas. je ne sais pas si c'est possible, mais c'est l'objectif de la F1. Tu vois. C'est ce qu'ils souhaiteraient eux, c'est que voilà, tu aies de plus en plus que les pilotes soient jugés au maximum sur leur capacité à piloter euh, plutôt que ouais, peut-être d'être sous-valorisé aussi et de être moins mis en avant à cause des différences de performance entre les écuries. Les écuries et le développement de la monoplace, c'est ce pourquoi tu seras performant. Tu parlais de Max Verstappen tout à l'heure, qui a gagné 15 victoires. C'est un pilote extraordinaire, Max Verstappen, mais évidemment, sa monoplace est au-dessus du lot et c'est aussi grâce à son équipe d'ingénieurs qu'il a réussi à réaliser cet exploit. Sans enlever rien à Max Verstappen, que c'est sans doute le seul ou l'un des deux seuls pilotes du plateau qui aurait réussi à faire une telle performance avec cette monoplace. Non, non, mais c'est vrai. Ça tombe bien que tu parles de Max Verstappen parce que je trouve ça dommage quand même pour lui cette saison 2022. Même s'il a tout écrasé et que certains vont me dire qu'il a toutes les raisons d'être content de cette saison et c'est à juste titre, hein, c'est normal. Mm. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il a loupé peut-être une occasion
Parce que ce qui s'est passé en 2021, on connaît déjà l'histoire, on sait déjà que ça a foutu le bordel, on sait déjà que beaucoup ont dit que Max Verstappen ne méritait pas son titre, puisque voilà, d'une certaine manière, on va pas revenir sur ce qui s'est passé, mais pour moi, 2022, c'était vraiment une manière, peut-être dans un certain sens, de laver un petit peu ce qui s'était passé en 2021 pour Max Verstappen. Et je trouve que ça s'est pas fait en fait de la manière dont je l'aurais voulu personnellement. Hmm. C'était À un cause titre trop des... expéditif. Ouais, je vois. J'aurais aimé entendre Christian Horner à la radio, comme il l'a fait avec Sébastien Vettel. Tu es 2 fois champion du monde en train de crier, littéralement. Mais malheureusement, C'est dommage, ouais. c'est des moments Après, d'histoire en fait. Ouais, bien, oui, bien sûr, bien sûr. Après, je pense que Max Verstappen, bon, c'est sa saison 2021. Le truc, c'est que tout est terni tout peut être terni par une seule action, tu vois, une seule chose. Tu vois, Max Verstappen n'est pas responsable qu'en 2021 que Nicolas Latifi s'envoie dans le mur. C'est pas de sa faute. Son équipe fait ce qu'il faut pour qu'il gagne le Grand Prix. Maintenant, ça, c'est un, un tout petit élément de la saison 2021, un tout petit élément qui a des conséquences énormissimes, mais c'est un tout petit élément de la saison 2021. Personne ne va venir te parler je sais pas moi, du Grand Prix des Pays-Bas que Max Verstappen en 2021 a gagné très ouais, avec une très grande assurance, etc. Parce que tout le monde a oublié le reste de la saison 2021 de Max Verstappen à cause de cet événement. Et c'est un tout petit peu pareil en 2022. On a tendance peut-être à... Bon, moi, je pars du principe que si tu aimes la Formule 1, tu sais que Max Verstappen est un pilote extraordinaire et qui mérite complètement d'être champion du monde. Tout comme Lewis Hamilton à ce moment-là. Oui, tout comme Lewis Hamilton, tout comme Nico Rosberg en 2016. Voilà, il y a plusieurs exemples. Mais encore, Nico Rosberg, il y en a qui vont argumenter parce que Lewis Hamilton a connu beaucoup de soucis techniques en 2016. Ouais, l'abandon en Malaisie qui lui a coûté le. Je crois que c'est en Malaisie. Je crois que c'est en Malaisie, ouais. Il y a eu autre chose aussi en 2016. Bon, bref, il y a eu plus de soucis mécaniques du côté de Lewis Hamilton qui ont plombé sa saison, forcément. Mais bon, est-ce que ça fait de Nico Rosberg un mauvais champion? Je sais pas. Après, il y a une part de chance, hein, c'est dans toute compétition, même. Ouais. Là, on est en période de Coupe du Monde. Une grande équipe, si elle veut se qualifier, il faut quand même une petite part de chance. Certes, il faut du talent. Mais voilà. Faut certaines étoiles qui s'alignent, ouais, effectivement. Mais bon, le cas Nico Rosberg, c'est un autre débat. Pour revenir sur la saison 2022, bon, c'est un petit peu terni aussi par tout ce qui s'est passé au niveau du budget cap, autour de Red Bull, etc. Bon, tu vois, on dit parfois à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, et peut-être que Verstappen a aussi eu ouais, ça s'applique peut-être à Max Verstappen parce que bon, il a eu beaucoup moins de concurrence que non plus l'avoir. Rien que la saison dernière, il avait un concurrent exceptionnel, à un niveau exceptionnel. Les deux étaient à un niveau extraordinaire, tu vois, et c'est ça qui a rendu la chose très belle. Verstappen était au-dessus de tout le monde, donc forcément ça dénature un petit peu la chose et ça rend la chose un tout petit peu moins belle. Mais bon, il faut pas oublier que voilà, ce qu'il a fait cette saison, c'était extraordinaire. Et bon, dommage qu'il n'y ait pas eu un tout petit peu plus de suspense, comme tu dis. Ça aurait été bien qu'il y aurait une vraie bataille, s'il y avait une vraie bataille avec Charles Leclerc, par exemple, ça aurait été vraiment intéressant à suivre. Mais bon. Pour moi, jusqu'au Brésil. Ouais, tu vois, un truc comme ça. Bon, on peut se dire qu'il y a encore une chance, quoi. Ouais, et encore une fois, c'est Ferrari qui a pas su. Ça, j'en veux un petit peu à Ferrari quand même de pas d'avoir un petit peu raté cette course au développement, quoi, et de pas avoir su rester au niveau de Red Bull. Ça aurait donné une saison plus intéressante, je pense. Et du coup, je te pose maintenant la fameuse question. Est-ce que pour toi, c'est une bonne saison ou une mauvaise saison? Pour moi, c'est un petit peu plus, parce que je sais que c'est dur de dire ouais. Noir ou blanc, tu vois. Mais si tu devais un petit peu plus partir d'un côté, tu partirais vers lequel? Écoute, plus une bonne saison parce que j'ai pas envie de voir la partie négative, mais ensuite j'avais beaucoup. Le truc, c'est que moi, j'avais beaucoup d'attentes pour cette saison. Je me demandais vraiment ce qu'il allait se passer d'un point de vue technique, surtout. Bon, moi, je suis pas du tout je suis pas spécialiste de la technique. J'ai pas du tout les qualités pour être un ingénieur ou quelque chose comme ça. Mais ça m'intéressait vraiment de savoir comment est-ce que cette saison allait se dérouler. Et
j'ai vu une vraie évolution dans l'approche des écuries, dans cette course au développement, dans leur façon de gérer leur week-end, dans leur façon dans les innovations qu'ils apportaient chaque week-end. Et ça, bon, je sais que c'est pas forcément quelque chose que regardent beaucoup de spectateurs. Tu vois, peut-être qu'il y en a beaucoup qui se fient aux résultats bruts, si je puis dire, à l'évolution brute du Grand Prix. Mais moi, bah voilà, il y a tous ces petits éléments qui m'ont fait que j'ai quand même apprécié cette saison. Mais évidemment, oui, j'ai été déçu que la saison ne puisse pas, qu'il n'y ait pas eu plus de combats en piste entre Leclerc et Verstappen, ou entre Verstappen et Hamilton, Verstappen-Russell, Sainz-Russell, Sainz-Perez, tout ce que tu veux. Ça, j'ai été un tout petit peu déçu de ce point de vue-là en termes de résultats purs. J'ai été déçu qu'il n'y ait pas eu autant de surprises que la saison 2021. Mais je pense que j'avais conscience dès la fin de la saison 2021 qu'on venait d'assister à un truc de ouf, quoi. Qu'on venait d'assister à une saison vraiment historique. Et du coup, je me disais, ça va être dur de battre ça. Donc, bon. Tu vois, il aurait pu avoir 2022, on s'en souvient, quoi. Ouais, exactement. Il y aurait pu avoir, et on se souviendra encore dans 10 ans, c'est sûr. Oui. Il y aurait pu avoir plus d'action, plus de grands prix intéressants. Mais voilà, ça ne peut que c'est pas, tu vois, si je devais donner une note, je sais pas, ce serait sans doute un 6 sur 10, tu vois, quelque chose comme ça, ou un 5,5 sur 10, mais t'es proche quand même de la moyenne, hein. Ouais, parce que t'as mis en avant pas mal de déceptions aussi là à l'instant T qui me disent ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, inconsciemment, c'est dommage. Ah, peut-être, ouais. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un petit peu plus de suspense, mais ça reste quand même plutôt une bonne saison pour moi, pour tout ce que je t'ai dit, parce que c'était la nouvelle saison, nouvelle réglementation. Moi, j'avais vraiment hâte de voir tout ça. Bah écoute, je te remercie énormément, voilà, parce que honnêtement, on a eu 2 avis différents, et pourtant ils sont quand même assez proches, dans un certain sens. Ouais. Ça se rejoint quand même. Excuse-moi quand même de t'avoir influencé sur certaines choses. Non, ça va, ça t'inquiète pas. C'est normal, tu as. Je pense que l'interlocuteur en face de toi aussi t'apporte des arguments auxquels t'as pas pensé, et puis ça joue un petit peu sur ta notion. Tu sais, j'ai des grands prix que j'ai complètement oubliés. Je sais pas, tu me demandes ce qui s'est passé au tour 47 du Grand Prix d'Espagne. Je sais plus. Tu as des choses comme ça. Donc on oublie forcément 2-3 choses. Et puis ça influence ton avis. Au moins, la chose qui est très très positive dans nos avis, c'est que vraiment la personne qui nous regarde va pouvoir piocher forcément dans nos 2 avis. Ouais, bien sûr. Et c'est plutôt ça qui est très très positif. En tout cas, on espère que 2023 sera encore mieux que 2022, même mieux peut-être, on sait jamais, que 2021. Ça, l'avenir nous le dira. Et écoute, je te remercie énormément. Donc voilà les amis, concernant le bilan de cette saison accompagné de l'œil du paddock, je le redis encore une fois, il fait du super boulot, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne YouTube, je vous mets tous les liens dans la description. Il faut savoir qu'on a tourné une vidéo beaucoup plus longue que celle-ci, j'ai voulu mettre vraiment en avant le bilan de cette saison, mais on a également donné nos top flops, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à me le faire savoir tout simplement, et je me ferai un plaisir de vous mettre cette 2e vidéo sur la chaîne. En tout cas, je remercie encore une fois l'œil du paddock d'être passé. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.